13h, 14h, Europe 1 Info. 13h30 de la suite d'Europe 1 Info, vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs avec vous, Clélie, les deux journalistes, Xenia Fedorova et Jules Torres. Bonjour Xenia Fedorova. Bonjour. Soyez la bienvenue. On va commencer par parler des négociations avec l'Iran, puisque normalement, États-Unis et Iran devraient se retrouver demain à Oman. Il y a eu beaucoup de doutes sur ces pourparlers, mais bon, a priori, les deux parties ont confirmé. Maintenant, reste à savoir de quoi il va être question dans ces négociations. Écoutez Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Pour que les négociations avec l'Iran aboutissent réellement à quelque chose de significatif, elles devront inclure la portée de leurs missiles balistiques, leur soutien aux organisations terroristes dans toute la région, leur programme nucléaire et le traitement réservé à leur propre population. Alors, ils sont d'accord pour se rencontrer, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'objet de la rencontre, puisque Téhéran a d'ores et déjà dit que, oui, d'accord, parlons de la question nucléaire, mais alors, les négociations sur le programme de missiles ou les capacités de défense, c'est hors de question. Sur quoi, donc, ces négociations peuvent-elles aboutir demain ? Oui, je pense que le sujet officiel, c'est évidemment nucléaire, mais je ne pense pas qu'ils peuvent éviter tous ces sujets qui sont importants. Téhéran a rejeté, Écoutez, je pense que Téhéran à ces stades a acheté, mais je pense que négociation, il existe exactement pour ça, pour échanger les positions et pas nécessairement trouver une solution. Mais à moi, elles vont négocier. Je pense que le fait que cette négociation vont prendre place demain, c'est déjà un très bon signe, c'est-à-dire que les deux côtés sont assez flexibles et peuvent éventuellement trouver un compromis. Mais c'est sûr que je ne pense pas qu'Iran est dans l'état où il va accepter toutes les demandes et conditions des États-Unis. En tous les cas, on verra ce que ça donne. C'est ce qui est intéressant, c'est que le premier rendez-vous devait prendre place en Turquie. Et c'est Iran qui demandait d'échanger le lieu pour les négociations. Apparemment, Iran ne veut pas du tout que Turquie prenne position parce que participe dans ces négociations. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a plusieurs pays qui voulaient participer dans ces négociations entre Iran et les États-Unis. Et aujourd'hui, en Oman, je pense que ça sera probablement plus limité en tant que participant. Mais oui, on a vu Turquie, par exemple, qui a renforcé la frontière avec Iran dans les cas où il y a les frappes pour ne pas laisser les flux migratoires, les Iraniens rentrer dans Turquie. Je pense que ce n'est pas trop plaît à Iran non plus, et c'est pour ça peut-être ils ont demandé un changement. Mais en tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui sera sur la table, mais c'est sûr que le sujet de nucléaire, c'est un sujet très important. Après, il y a aussi le sujet de fournissement de pétrole en Chine. Je pense que c'est quelque chose que Donald Trump a aussi demandé à Iran, parce que finalement, les objectifs de Donald Trump, c'est pas que Iran et son peuple, par exemple, mais c'est aussi les questions géopolitiques et les intérêts américains dans les régions, mais aussi dans le monde. Et la Chine, reste l'objectif. Oui, parce qu'il y a aussi, bien sûr, le traitement réservé aussi à la population iranienne, qui devrait faire partie des négociations. Marco Rubio, en tout cas, l'a dit. Est-ce que ce sera le principal point ? Ça, on peut peut-être en douter malheureusement. On peut en douter au vu des images et des retours qu'on a de ceux qui arrivent à parler dans cette révolte iranienne. Et c'est vrai qu'on a quand même eu la plus grande révolte, la plus grande révolte et donc la plus grande répression depuis 1979, avec, selon les observateurs un petit peu fiables, plus de 30 000 morts. C'est vrai que Donald Trump avait surpris quand il avait dit du jour au lendemain le régime des Mollahs va arrêter les pendaisons. A priori c'était plutôt le cas, mais ça n'arrête pas. Bien sûr, il s'était fait menaçant, il avait envoyé l'armada qui y est toujours évidemment, mais c'est vrai qu'on le sait, et d'ailleurs on l'avait dit lorsque Donald Trump avait capturé Maduro. Donald Trump, il n'est pas doté d'une certaine pureté idéologique, c'est pas un altruiste, il ne va pas là-bas pour bien changer tout cela, et c'est, je trouve, un petit peu terrible d'ailleurs pour le peuple iranien, parce que Donald Trump leur a quand même dit il y a 3 semaines qu'il fallait aller dans la rue, tenez bon, on arrive, continuer de manifester pour finalement les abandonner aujourd'hui. Mais bon, on découvre pas Donald Trump, on découvre pas que c'est un businessman, que c'est un homme politique, et que les changements de régime, il n'en a que faire. Et d'ailleurs, on le voit avec la situation au Venezuela, où c'est la successeur de Maduro qui continue à administrer les affaires courantes. Donc c'est absolument pas étonnant. C'est juste
vraiment très dommage pour le peuple iranien. Donald Trump qui continue de dire à la fois on va ouvrir les négociations, voilà de quoi on va parler, et puis qui a quand même dit, il a jugé que le guide suprême iranien, donc l'ayatollah Ali Khamenei, devrait se faire beaucoup de soucis. On rappelle qu'il y a quand même une armada dans le Golfe Persique, au cas où, c'est histoire de bien peser sur les négociations de la part de Trump. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai écouté une interview de J.D. Vance qui dit que dans les négociations qu'il y a avec notamment l'Iran, c'est très bizarre parce que ça n'existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien avec l'ayatollah. Ils discutent notamment avec le président dont ils disent qu'il n'a pas beaucoup d'importance. Ils discutent surtout avec le ministre des Affaires étrangères, mais ils n'ont aucun lien avec l'ayatollah, avec le guide suprême qui, objectivement, prend toutes les décisions, ou en tout cas toutes les décisions importantes. Et justement, ils disent, en tout cas l'administration américaine, que c'est assez bizarre parce que quand ils veulent, par exemple, parler à l'Ukraine, à la Russie, même à la Corée du Nord, ils ont des liens avec Kim Jong-un, ils peuvent l'appeler. Là, ils n'ont aucune communication avec l'ayatollah. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de négocier avec des personnes dont on sait qu'ils n'ont pas le plus haut niveau d'importance. C'est toujours plus facile de négocier entre Donald Trump. C'est toujours plus facile de négocier entre Donald Trump et Vladimir Poutine qu'entre J.D. Vance et Lavrov. Vous voyez. C'est peut-être aussi un signal, une stratégie de la part de Donald Trump. Il essayait de montrer qu'il est prêt de négocier avec l'Iran, mais pas nécessairement avec Khamenei, parce que et je pense pas qu'il a beaucoup négocié avec Maduro non plus. Finalement, il y a eu de. Non, il n'a pas négocié. Donc, je pense que c'est une façon des signaux, en fait, de montrer que vous êtes changeable. Oui, mais est-ce que c'est de sa part ou est-ce que c'est de la part des Iraniens qui protègent finalement leur guide suprême? C'est difficile à dire, mais je pense que dans les hiérarchies iraniennes, il y a ceux qui font les contacts et les échanges internationaux, et lui, il fait les déclarations pour le peuple iranien. Je pense que c'est comme ça marche. Mais après, il faut regarder plus près. En tous les cas, quand par exemple il y a les échanges entre la Russie et l'Iran, c'est aussi les gens qui sont dans le gouvernement qui viennent à Moscou, c'est pas Khamenei lui-même. Donc c'est peut-être aussi la façon comment fonctionne l'État iranien. Alors je repose cette question que je vous ai déjà posée, mais j'insiste quand même. Vous me voyez venir, Jules Torres. C'est-à-dire que là, on a des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Tout ce qui est les questions de nucléaire iranien, ces 10 dernières années, les Européens, donc Royaume-Uni, Allemagne, France, étaient plutôt en pointe. Et là, on ne participe absolument pas à ces négociations. Oui, encore une fois, la France et l'Europe hors jeu, c'est malheureusement pas nouveau. C'est une situation qu'on voit quand même depuis maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Emmanuel Macron s'est complètement désintéressé de cette situation-là, mais aussi parce que c'est un petit peu comme le sujet iranien, finalement. Il a bien compris que sa voix ne portait pas, et on a bien compris aussi que Emmanuel Macron, avec les 15 mois qui lui restent, souhaite extrêmement actif sur les sujets où il peut avoir de l'importance. C'est notamment ce qu'il a essayé de faire avec la coalition des volontaires sur l'Ukraine. C'est pour ça qu'on entend moins. On a entendu quand même. Ou sur le Groenland, mais parce qu'il a eu, en effet, non seulement du succès, mais en tout cas, sa voix à porter. Oui. Là, il sait très bien que sur la question de la prolifération de l'arme nucléaire, sur les ogives nucléaires iraniennes, sur l'accord New Start, il n'aura pas beaucoup. On va en parler il aura pas beaucoup. Il aura pas beaucoup de voix. Donc je pense qu'il ne veut pas mettre ses œufs dans différents paniers et qu'au contraire, il veut concentrer ses efforts sur des choses où, pour le coup, il peut avoir une influence. Ce qui me paraît pas complètement démesuré. Aujourd'hui, la voix de la France ne pèse plus ce qu'elle pesait. Mais on a des intérêts quand même au Moyen-Orient et en Iran aussi. On a 2 personnes qui sont bloquées dans une ambassade. Bien sûr qu'on a des intérêts. Je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça que Emmanuel Macron ne bombe pas le torse comme il a pu avoir l'habitude de le faire sur cette question-là, parce qu'on a Cécile Collère et Jacques Paris qui sont toujours à l'ambassade de française à Téhéran. Je pense que je pense que c'est la conséquence en fait des politiques étrangères, des manques de peut-être diplomatie de la part d'Emmanuel Macron de la France sous son terme, comme on dit, pour jouer un rôle. Il faut avoir il faut peser, il faut avoir avoir du poids. Pour avoir du poids, il faut garder les contacts, échanger, proposer les choses, surtout pas couper la négociation. Je ne pense pas que la France a coupé les liens avec l'Iran, mais je pense qu'il n'a pas pris une position plutôt proactive dans les relations avec l'Iran. Même avec la Russie,
La Russie, c'est une toute autre histoire. Mais en fait, c'est les conséquences de cette manque de volonté de jouer un rôle dans ces régions. Donc, finalement, ça ne se passe pas dans un jour. Il faut construire les relations. Et je pense que ce n'était pas le cas. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, il m'arrive